Allez. Bon, chers amis, on a la joie de recevoir Monsieur Le Bihan, qui vient de sortir un livre très intéressant et d'actualité aux éditions des Cimes. Alors vous pouvez le commander, vous tapez édition des Cimes, vous trouvez ça très facilement dans Paris 15e. Alors c'est un livre, un essai politique, Macron, qui a pour titre Macron le grand liquidateur, et je vois un petit coup d'œil, vous citez une phrase authentique du président, quoi qu'il en soit. Alors on va essayer de présenter le livre un peu à bâton rompu. On pourrait dire que Macron, c'est un homme novus, dans le sens romain du terme. C'est quelqu'un qui n'a pas fait le cursus honorum, député, sénateur, que sais-je, tout de suite de secrétaire de l'Élysée, ministre et président. Carrière fulgurante. Alors, est-ce que vous pourriez évoquer, parce que c'est un peu provocateur, liquidateur. Alors, je pense qu'il y a des antécédents avant sa prise de pouvoir. Oui, alors donc je reviendrai sur la notion de liquidateur, mais l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron a quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que vous soulignez. Il n'a pas fait le cursus habituel des hommes politiques, si bien qu'on a un candidat que les Français ne connaissent pas. Et comment les Français vont le connaître? Avec un déferlement des médias vantant le personnage. Il a toutes les qualités, il est exceptionnel. Il met son intelligence et sa puissance au service de la France. Et puis, bon, c'est un lancement comme dans ce qu'en l'industrie, ils appellent les produits courts, c'est-à-dire on met le paquet pour faire en sorte que le produit soit bien vendu. Mais on sait très bien quand même que sa durée de vie, elle sera aussi courte, parce qu'il arrive un moment où il y a la vérité des prix qui s'installe. Et la deuxième chose, comment il arrive au pouvoir? Il arrive au pouvoir par une sorte de coup d'État, lorsque le parquet financier met en examen son concurrent principal et modifie la donne naturelle ou logique qui devait y avoir lors des élections présidentielles de 2017. Donc vous voyez dans le coup du parquet financier l'intervention de Macron ou de M. Hollande, son ancien parrain? Naturellement, Hollande, je pense que Hollande, il a été mis sur la touche par son directeur, par le patron de l'Élysée, le secrétaire général. Parce que tous ont bien senti que Macron, que Hollande, il ne pouvait pas passer la rampe de l'élection. On avait eu le cas de figure précédent, c'était Sarkozy. Et donc Hollande, c'était désastreux tout ce qu'il avait tenté de faire et tout ce qu'il avait fait. Et ce qui me fait dire que le parquet financier a joué ce rôle-là, c'est lorsque sa présidente, quand elle est passée en retraite, elle s'est sentie obligée de dire dans le Paris Match qu'elle avait subi des pressions. Parce que, en tout état de cause, il faudra quand même bien qu'un jour, on s'interroge sur les conditions dans lesquelles est arrivé au pouvoir Emmanuel Macron, sachant ce qu'on connaît depuis et tous les mensonges qu'on a eus. Vous évoquez l'affaire Alstom aussi, mais ça c'est avant qu'il devienne président. Oui, Alstom, c'est que lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, bon, on a bien compris dans le rapport qui a été remis par Olivier Marleix pour l'Assemblée nationale, on a bien compris que c'était donnant-donnant, quoi. À un moment ou à un autre, ceux qui avaient pu vendre aux Américains un General Electric, qui avait pu vendre à Alstom la division nucléaire, allaient donner en retour un peu de soutien à la campagne électorale, parce que la campagne électorale, ça coûte de l'argent. Donc le voilà élu. Vous évoquez pas vraiment sa prise de pouvoir, ou disons son installation dans la cour du Louvre? Oh, c'est un côté surréaliste. Mais c'est intéressant. Oui. Hein, oui. Il y a tout l'appareil. Oui. On pourrait dire, on ne sait pas si Macron est maçon ou non, et à la limite peu importe. Oui. Mais tout le décor maçonnique était là. Oui. Et ça explique peut-être les suites, les années qui vont suivre. Donc on a eu Macron pendant 5 ans. Il avait un programme ambitieux.
Et il va connaître deux crises relativement graves, et vous allez en parler. Les gilets jaunes, donc ça, on prévoit le rapport avec le peuple, ou des élites autoproclamées et le peuple. Et ensuite, la deuxième crise, c'est la crise sanitaire. Et peut-être il y a un lien entre les deux. Un mépris, au fond, des règles démocratiques, ou du moins, peu importe le régime que l'on comporte dans son cœur, l'équilibre des pouvoirs. Et on voit très bien dans ces deux crises que l'État profond à tout prix. Et lors de la crise sanitaire, bon, on en reviendra plus tard. Et évoquez-moi un peu les gilets jaunes. Alors, est-ce que ça révèle? Oui, surtout ce que ça révèle le personnage. Parce que, bon, sorti du décorum là, de l'arrivée au pouvoir et puis de sa présentation dans la cour du Louvre, bon, qui a un côté à la fois surréaliste et enfantin. On voit Narcisse. Voilà, Narcisse, c'est-à-dire se prendre pour Jupiter, pour le dieu des dieux. Bon, faut oser quand même, hein, d'autant plus que c'est quand même un personnage fini et limité. On s'en est aperçu par la suite. Non, je crois que là, les Français se rendent compte quelque temps après qu'ils se sont trompés. Ils ont là un personnage qui est pas tout à fait celui qui a été vendu. Bon, c'est aussi un peu de leur faute, hein, puisqu'ils ont voté quand même pour quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Mais en fait, je crois que lorsque le candidat présente un programme pour l'élection présidentielle, c'est quelque chose qui a le mérite d'exister, mais c'est pas là-dessus que les gens se déterminent. Les gens se déterminent quand même sur la capacité de celui qui vont porter au poste suprême de faire face aux aléas d'existence et aux tragédies, parce que l'histoire elle est quand même tragique. Donc quand arrivent les gilets jaunes, la première période des gilets jaunes, il est quand même terriblement déstabilisé, et il va prendre le dessus à partir de la 3e semaine, c'est-à-dire qu'il va se servir de sa garde prétorienne pour faire le ménage. Mais en aucun cas, il a fait face de façon conséquente à un peuple en colère, et qui a toutes les raisons de l'être. Je crois que le lancement qui avait été donné par Jacqueline Moureau, je crois, c'est son nom, quand elle avait dit « mais qu'est-ce qu'ils font de tout ce pognon ?» C'est vrai que tout le monde se pose toujours cette question-là. Qu'est-ce que fait le pouvoir avec tout l'argent qu'il a sur le travail des Français? Et on voit très bien le mépris de Macron pour la France périphérique. Vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Oui. C'est presque ironique. C'est un monde qu'il ne connaît pas. Il en est. On n'a qu'à l'écouter, c'est simple. Il est toujours en train de nous faire une dissertation de Sciences Po ou de l'ENA. Hein. On a le droit aux dépenses de fonctionnement, aux dépenses d'investissement. C'est toujours. Je crois que personne n'écoute en réalité Macron. Sauf peut-être la France des villes, qui était peut-être reconnaissant à Macron d'avoir maintenu l'ordre. L'ordre versaillais, contre l'émeute. Oui, en fait, je crois que la France des villes, enfin une partie de la France des villes, hein, pas toute la France des villes, se retrouve fiscalement, en fait, son patrimoine n'est pas touché. Son patrimoine a été, même pendant cette période, a été accru. Seuls ont été touchés ce qu'on appelle la France périphérique. Et si on regarde uniquement le bilan des Gilets jaunes, combien de mutilés, de gens blessés, une répression brutale. Ouais, féroce. Et c'est la première fois que la France connaît ça depuis l'après-guerre. Parce que bon, effectivement, lors de la guerre d'Algérie, il y a eu quelques répressions dans les rues. Mais pas à ce niveau-là, ni... donc qu'est-ce que vous y voyez? Un divorce entre l'élite et le peuple? Ah oui, de toute façon, le divorce est consommé. Le divorce est consommé. Alors, il faut quand même aussi dire que face aux Gilets jaunes, il a lâché, entre guillemets, 10 milliards. C'est-à-dire que les Gilets jaunes... D'où votre titre, la reprise du mot, quoi qu'il en coûte. Oui,
les Gilets jaunes ont obtenu un certain nombre de satisfaction à leurs revendications, ce qui a fait qu'il y a une partie des Gilets jaunes qui a quitté le mouvement quand celui-ci devenait un petit peu trop violent. Et que la répression était féroce. Et ça, c'est à mettre à leur compte, parce que c'est pas sans importance, parce que le mouvement syndical français, jamais il a obtenu des satisfactions de revendications dans des dimensions équivalentes. C'est pour ça que c'est paradoxal, c'est qu'à la fois, il y a eu une répression qui me faisait penser, cette répression m'a fait penser au mouvement des agriculteurs de l'Aude et de l'Hérault, lorsque dans les années 70, dans les années 70 où la répression a été forte, puisqu'il y avait un leader des viticulteurs qui avait été abattu par la police. Deuxième crise que vous évoquez, très en détail, oui, la crise sanitaire. Oui, ça fait alors qu'est-ce que ça révèle? Alors la crise sanitaire, elle est venue, lorsque le 6 mars, Emmanuel Macron et puis son épouse vont au théâtre, où ils vont être assiégés par les Gilets jaunes, il dit à ce moment-là, faut pas avoir peur, faut sortir, faut aller au théâtre. Et 10 jours après, il nous explique qu'on est en guerre. Donc, il s'est passé quelque chose dans l'intervalle. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Moi, je crois qu'il s'est dit, je vais pouvoir me refaire de l'épisode des Gilets jaunes avec cette épidémie. Alors, on a oublié de parler du grand débat, qui est une méthode de gouvernement. Oui, et là, qu'est-ce qu'on voit? Restriction. La crise sanitaire lui a permis de restreindre les libertés publiques, et sans que vraiment les contre-pouvoirs puissent s'exercer. Oui, mais ça avait commencé avant. Les contre-pouvoirs sont un peu fatigués depuis un certain temps, et les contre-pouvoirs sont fatigués à partir du moment où on les finance. Parce qu'à partir du moment où vous avez les partis politiques qui sont financés, vous avez les syndicats qui sont financés, les associations qui sont financées, vous n'avez plus là la presse qui est financée, les médias qui sont financés. On arrive à un moment où tout le monde est quand même sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a trop de risques, à jouer les francs-tireurs. Et on ne voit pas aussi, sa conception du pouvoir. Regardez par exemple les décisions qu'il prend au Conseil de défense sanitaire. Ah oui, ça je vais revenir, c'est un peu compliqué ça. Ouais. On n'y a pas accès, c'est secret défense, et les décisions qu'il prend, c'est au nom de la science. Donc, si vous contestez cela, vous êtes un débile. Alors, la première remarque que je ferai, c'est la suivante. C'est pas tout à fait l'ordre que j'ai pris dans le bouquin, parce que dans le livre, j'ai suivi l'évolution de la pandémie et la gestion par l'exécutif Macron. C'est que ce qui est complètement surréaliste, encore une fois, c'est que on a en France un spécialiste des questions d'épidémie, des maladies contagieuses, qui dispose d'un outil exceptionnel qui s'appelle l'Institut universitaire de Marseille, et Macron, qui se veut toujours se servir de la science pour prendre des décisions, va faire appel pour piloter le conseil scientifique qu'il va mettre en place. Il fait appel à Jean-François Delfraissy, qui est l'homme du sérail, l'homme qui est prêt à accepter beaucoup de choses. Vous avez l'air de sous-entendre, si je vous ai bien lu, qu'il y aurait quelques conflits d'intérêts. Oui, il y a des conflits d'intérêts, mais ça je l'ai vu après. Mais ce qui est quand même patent au début, c'est généralement, si vous faites un conseil scientifique, vous allez prendre les meilleurs. Or là, vous appelez Delfraissy, et comme ils sont dit dans le Figaro, dans un article du Figaro qui traitait ça, Delfraissy, il est allé chez ses copains, puis ils ont monté un truc qu'ils appellent le conseil scientifique, dont l'efficacité et la compétence n'a pas été prouvée. Par contre, il a servi à toutes les étapes.
à permettre à l'exécutif d'argumenter ses décisions, de justifier ses décisions. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le timing qui arrive avec la pandémie, l'exécutif s'aperçoit qu'il allait mis de côté le législateur. Donc toutes les premières décisions qui ont été prises, elles ne sont pas tout à fait légales. Donc il y a un rattrapage avec une séance de l'Assemblée qui va se faire autour du 20 mars, et dans laquelle on va régulariser toutes les décisions qui ont été prises. Et on va inventer un truc qui s'appelle l'état d'urgence sanitaire. Jusqu'à présent, il existait un dispositif pour faire face à ce genre d'affaires. L'article 16. Non, c'était tout simplement un règlement de police que mettait en œuvre le Premier ministre et qui donc comprenait des dispositions particulières et fondées dans les endroits où la santé publique était particulièrement menacée. On avait donc l'outillage, mais on invente un état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence sanitaire va passer par un nouveau circuit qui va être le conseil scientifique pour son appréciation, et qui va être piloté par le conseil de défense sanitaire, c'est-à-dire un organisme opaque, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, qui va venir coiffer les institutions régulières de la République. Le gouvernement va disparaître. Et lorsque on demande aux législateurs de décider de ça, je suis quand même obligé de constater que tous ceux qui sont les opposants naturels suivent. Alors la séance où se décident les choses et où se vote cet état d'urgence sanitaire, elle a un côté surréaliste parce qu'ils sont très peu dans l'hémicycle. D'ailleurs, je crois même que le premier à intervenir, qui s'appelle le député Pancher, il dit dans une situation aussi difficile, je m'adresse dans un hémicycle quasi vide pour prendre une décision qui va porter atteinte aux libertés publiques et au fonctionnement démocratique du pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois que le Premier ministre a été squeezé, la mise en place de tout ce système avec le Conseil de défense, avec le Conseil scientifique, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Donc, en fait, on est à la République des Soviets, quoi. Oui, alors ça m'intéresse. Donc vous mettez au fond l'accent, et je vais vous laisser vos derniers mots, sur l'utilisation des graves difficultés qu'il a pu rencontrer. Alors on n'a pas parlé de l'Europe, on n'a pas parlé de la déconstruction de la culture du pays. Éventuellement dites-en un mot, et au fond, il nous vend un mirage, un rêve. Oui, il faut vraiment vouloir rêver. Hein. Non, mais c'est pour ça qu'il y a le titre Le Grand Liquidateur, c'est que, en fait, quand on met bout à bout toutes les choses, on s'aperçoit que tout ce qui constitue le socle d'un pays qui a plus de 2 millions d'existence, du jour au lendemain, on essaye de changer de tout modifier, d'amener des nouveautés, d'amener des quoi qu'il en coûte. Et puis en fait, ça a uniquement un but, c'est de diluer le pays dans quelque chose qui le dépasse. Bon, alors c'est son sujet de prédilection, c'est l'Union européenne. Il me fait penser à ce que disait De Gaulle sur le cabri, quoi, c'est-à-dire toutes les solutions se trouvent dans l'Union européenne, alors que d'évidence, tout ce que l'Union européenne a apporté à la France pour le moment, c'est purement et simplement négatif. Auriez-vous un dernier mot pour pousser nos auditeurs à acquérir votre livre? Donc, la première partie, c'était celle relative au Covid. La deuxième partie, c'était celle relative à la gestion de l'État par le pouvoir macronien. La troisième partie, ça tente d'ouvrir un certain nombre de perspectives. Je pense que les grands sujets de la société française doivent être traités, parce que ça fait des années et des années que tout ça est repoussé. Ça fait des années qu'on repousse les questions de l'immigration. Ça fait des années qu'on endette le pays sans en voir le bout. Ça fait des années qu'on fait abstraction
de ce que la population souhaite. Donc j'ai amené un certain nombre d'idées qui me paraissent... Alors, espérons que nos auditeurs découvrent votre livre. Et je ne vais pas aller plus loin. À la fin du livre, que faire? Ça me fait penser à une phrase de Lénine. Je pense que je ne me trompe pas. Oui, absolument. Et vous avez tentative pour conjurer la catastrophe. Eh oui. Oui, je crois que la première des tentatives pour conjurer la catastrophe, c'est de bien voter. C'est de prendre en compte les... je pense que ce qui va jouer au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est que Macron va être concerné par le dégagisme comme les autres. Espérons. Quoi qu'il en soit, je redonne le titre du livre, Macron le grand liquidateur, avec une préface de Roland Hureau, qui est très connu. Voilà. Merci, cher ami. Je vous remercie.